Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 18 novembre 2020. Merci de vous réveiller avec nous sur Canal 3 et Actu Matin. Merci donc de vous installer. Votre matinale démarre dans un instant avec les unes des journaux. Wahab Ali Para, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Bonjour, on va vous retrouver dans un instant pour les gros titres de la presse nationale comme à nos habitudes tous les matins dans cette matinale. Mais avant, le sommaire. Ils ont tous ou presque été des acteurs majeurs de la vie politique du Bénin et à l'avènement au pouvoir des chefs d'État qui se sont succédés à la tête du pays depuis 1991. L'histoire nous renseigne qu'ils ont à un moment ou à un autre de notre parcours politique été artisans de nombre de victoires, mais aussi comptables de nombre d'échecs politiques. Nous sommes à 5 mois d'un rendez-vous crucial, ça vous le savez. Leur voix apparemment sombre dans le silence, mais où sont-ils passés ces messieurs au lourd bagage politique? Que sont-ils devenus? Dans quelles réflexions sont-ils en ce moment? Et pour qui penchent-ils pour 2021? Alors que notre pays s'apprête à franchir une nouvelle étape, une étape importante de son histoire, je veux dire la 7e élection présidentielle de l'ère du renouveau démocratique, leur voix manque au chapitre. Nous irons ce matin avec les débatteurs dans les profondeurs de l'histoire politique de notre pays pour les ressortir. On reviendra également dans cette matinale sur la tournée présidentielle. Patrice Talon qui a poursuivi son périple à l'intérieur du pays. Il était hier à Djougou où il a été accueilli par une foule en liesse. On fera le point ce matin. Et puis, dans la deuxième partie de votre matinale, on parlera de la loi des finances 2021. Quelles mesures de soutien au secteur privé? En invité, Clément Achadé recevra ce matin Roland Ribou. Il est le président du Conseil des investisseurs privés du Bénin. Prenez le rendez-vous pour tout savoir et tout comprendre. En fin d'édition, vous aurez votre revue de presse avec Narcisse Alassé. Merci de vous installer. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. On fait le point ce matin de ce qui fait l'actualité. C'est avec vous, Wahab Ali Para. Bonjour Christian, bonjour à tous. Les échos de la tournée du chef de l'État dans le Nord Bénin, c'est Fraternité qui en parle encore une fois ce matin. Tournée du chef de l'État à Savet et dans tout le septentrion. Priorité à la réconciliation, au jeu démocratique et au développement. Reconnaissance et grosse attente à Djougou. Information à découvrir à la page 3 du quotidien Fraternité. Le maire Malik Gomina, de votre autorité, ce sont donc les propos du maire de Djougou, de votre autorité, les populations attendent beaucoup pour redonner vie à la filière transport qui se meurt. Éliminatoire Cannes Cameroun 2021, les autos Bénin, les écureuils butent sur les crocodiles et retardent leur qualification. Le journal qui nous apprend que la sélection béninoise va devoir patienter avant de valider son billet pour la prochaine CAN prévue au Cameroun, alors qu'ils avaient besoin d'une victoire pour se qualifier en cas de victoire du Nigeria face à la Sierra Leone. À la une maintenant de la Nation, message fort du chef de l'État à Djougou, le pays ne reculera pas avec la dynamique en marche. La Nation qui nous apprend que la première étape dans le septentrion, donc dans la Donga et 16e commune visitée dans le cadre de sa tournée de reddition de comptes, Djougou a accueilli hier le chef de l'État dans le respect de la tradition et l'hospitalité propre à la cité des Pétoni, et tout en saluant les acquis grâce au programme d'action du président Talon. Djougou égrène ses attentes et en réponse de quoi le chef de l'État clame sa foi du caractère irréversible de la
dynamique dont il est l'artisan. Coopération muséale et restitution des biens culturels, le Bénin et la France en synergie. L'autre vision, passage des ministres sectoriels devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Romuald Wadani, ministre de l'économie et des finances, défend un budget de 25 milliards de francs CFA. Rencontre statutaire et physique des cadres de conception de l'Union progressiste. Charlotte Adjakidje, élue coordonnatrice départementale. Défi info, tournée nationale du chef de l'État dans les communes. Talon rend compte de sa gouvernance aux populations de Kérou, Kwandé et Natitengu. Quinzaine de l'assainissement du secteur de la microfinance. 2 semaines de réflexion sur les moyens de lutte contre les structures illégales. Soleil levant, Patrice Talon sur la présidentielle de 2021. Pour les présidentielles 2021, les forces corées pour un Bénin émergent, les démocrates auront leurs candidats et les parrainages. Indice Mo Ibrahim sur la bonne gouvernance. Le bon classement du Bénin est le résultat des réformes du président Patrice Talon selon Joël Atayi Guédégbé. La nouvelle génération. Quinzaine de l'assainissement des microfinances au Bénin, l'événement officiellement lancé hier. Grand rendez-vous du parti du savoir, du grand rendez-vous du partage de savoir, ouverture ce matin du colloque international sur réforme et société. Quotidien le matin, long silence de certains acteurs politiques à quelques mois de la présidentielle au Bénin. Retraite ou stratégie politique, s'interroge le matin. Et puis Cannes Cameroun 2022, match retour les autos Bénin 0-0. Un service minimum. Les crocodiles font retarder le rêve des écureuils. Le potentiel. La prison civile d'Akpo Misérité flou autour des téléphones saisis chez les détenus. Le sort réservé aux appareils inconnus 6 mois après l'opération. Et puis décès d'un ancien président ghanéen, Emmanuel Golou pleure. Jerry Ronlist, un panafricain. Libération, cette fois-ci, périple du chef de l'État dans les communes. Talon marque une pause aujourd'hui. Le chef de l'État partout porté en triomphe. Le challenge, suite de la tournée du chef de l'État dans le septentrion, Djougou, l'apothéose, s'exclame le journal. Et puis indice Mo Ibrahim 2020, la gouvernance Talon séduit et épate. Le matinal, réconciliation entre Patrice Talon et son prédécesseur Boni Yayi, cacophonie dans l'entourage de l'ex-président Boni Yayi. Et puis rapatriement des biens culturels au Bénin, le comité de la coopération muséale restitue les travaux. Matin libre, tournée nationale du chef de l'État, Humbedi aux côtés de Patrice Talon à Porte-Novo, s'interroge Matin libre. Que s'est-il passé avec Sobreti SA, s'interroge toujours Matin libre. Les 4 vérités éliminatoires Cannes 2021 dessus après le nul hier à Macero entre Losoto et le Bénin. Oswald Omeki déclare: on voulait offrir la qualification aux Béninois. Restitution des œuvres culturelles du Bénin. Le comité ad hoc travaille sur les nouveaux éléments d'action concertée entre la France et le Bénin autour du projet. Quotidien L'Informateur, tournée du chef de l'État, étape de Djougou, Malik Sebou Gomina et les siens ont réservé un accueil au roi. Un accueil de roi au président Patrice Talon.
Bénin intelligent, pour finir, Christian Dandjian, restitution du patrimoine culturel, le dynamisme efficace du ministre Jean-Michel à Bimbola. Le Bénin et la France font le point et puis tournée présidentielle, les doléances de Djougou à Patrice Talon. Voilà donc, Christian, un tour rapide des parutions ce mercredi, dominé essentiellement par la tournée du chef de l'État, sur laquelle revient ce matin Fraternité, qui parle de tournée du chef de l'État, étape de sa veille dans tout le septentrion, priorité à la réconciliation, au jeu démocratique et au développement. Voilà, et c'est sous la plume de Angelo Dossoumo. Son analyse est à lire en page 2 du quotidien Fraternité. En page 3, on fait le point, le récapitulatif de la tournée du chef de l'État à Djougou, avec le discours du maire de la commune de Djougou, Malik Sebou Gomina. On rappelle donc que c'était un tapis rouge à Patrice Talon dans la commune de Djougou. Il a profité, le maire de la commune, pour faire part au chef de l'État des besoins de cette commune. On va y revenir tout à l'heure au forum de discussion. Vous restez avec nous, des images à voir dans notre mini-journal avec Ingrid Day à la présentation. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Vous aimez
aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Mon bidon de compteur, s'il vous plaît. Je suis Situami. Je me déplace toujours avec mon bidon. Ah, il a son petit frère. Oui, papa. Ce n'est plus la peine de trimballer le 10 litres dans vos déplacements. Ils ont inventé ceci pour nos clients. Jésus est demain le vrai docteur. Et c'est toujours moins cher. Alors, le 10 litres pour la famille et son petit frère pour les déplacements. Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs dans les buvettes, bars et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. C'est surtout disponible partout et sur toute l'étendue du territoire national. Chez tous les revendeurs, réclamez votre eau de comtesse à 400 francs et le pack de 6 à 1500 francs. Et parlez-vous. Ô comtesse, ô du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence.
Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Et voilà, tout est désormais rentré dans l'ordre. On poursuit donc votre matinale Actu Matin avec le mini-journal, le bulletin de l'information. Donc, bonjour à vous Ingrid, merci d'être là. Bonjour Christian. Après les départements de la partie méridionale du pays, le Front d'action pour la continuité s'est rendu dans les départements de l'Atakora et de la Donga pour procéder à l'installation des membres de coordination des activités de ce mouvement politique qui soutient les actions du chef de l'État Patrice Talon. C'est Saliman Karimou, coordonnateur national de ce creuset, qui a fait le tour de ces deux départements pour officiellement installer les membres de son creuset. Abdou Sabi Idrissou et Alassane Harouna nous font ici le point. Voici les hommes qui devront siéger au sein de la coordination départementale du Front d'action pour la continuité FAC dans le département de la Donga. Au nombre de 13 et en provenance des 4 communes de ce département, ils se sont officiellement engagés devant le coordonnateur national du FAC Saliman Karimou à œuvrer pour la réélection du président Patrice Talon en 2021. Les membres du FAC ici présents, épatés par les réalisations inédites depuis l'indépendance de notre pays et convaincus que tout autre choix ne serait qu'une erreur, s'engage à œuvrer pour la continuité. Chacun d'eux, tel la reine d'une termitière, sécrétera les phéromones nécessaires à la cohésion du groupe et travaillera à l'atteinte des objectifs du FAC. Assurer une victoire légitime au président Talon en 2021 avec un taux de participation d'au moins 70%, tel est l'objectif de ce creuset politique. Et pour atteindre ce but, le coordonnateur national du FAC procédant à la remise de la lettre de mission aux membres de la coordination départementale du FAC Donga va les exhorter à mouiller le maillot pour relever ce défi. Pour nous, c'est une mission qui nous demande beaucoup d'efforts, qui va nous solliciter beaucoup plus. Parce que là où nous avons mis la barre, elle est à un niveau élevé. Nous voulons que le taux de participation en 2021 soit au moins de 70%, avec l'assurance que c'est notre candidat qui va gagner et qui a déjà gagné. Avant l'étape de la Donga, le coordonnateur national du FAC était dans la matinée à Natitengu pour le même exercice. Nous voulons faire de l'élection présidentielle de 2021 une fête, faire sortir les populations pour qu'elles aillent voter réellement. Personne ne doit être de trop. Depuis l'avènement de la rupture en 2016, le département de l'Atakora a aussi bénéficié de plusieurs projets non moins négligeables. C'est à juste titre que les autorités à divers niveaux présentes à cette cérémonie s'engagent aussi pour la continuité. Déjà, avec ce que nous avons gagné, à savoir la première phase de l'asphaltage, la construction du marché, la rue de Boukoumé, il n'y a pas de raison que nous n'accompagnions pas le retour de l'actuel chef de l'État. Nous sommes convaincus que nous devons aller dans le sens de la continuité au regard de toutes les réalisations dans notre département et ce dans tous les secteurs. À l'étape de la Donga, tout comme celle de l'Atakora, parole a été donnée aux participants qui pour saluer l'initiative, qui pour poser des questions d'éclaircissement, tout ceci dans la dynamique d'atteindre les résultats escomptés. Loin d'être un parti politique, le Front d'action pour la continuité est un mouvement politique ouvert à tout citoyen béninois qui partage les mêmes idéaux qu'il incarne.
Et voilà, nous allons redescendre un tout petit peu, destination Tchaourou, et là nous allons parler d'une séance d'échange entre le directeur général du Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique et les apprenants du lycée technique et professionnel de Tchaourou, Ingrid Der. En effet, Christian, les apprenants du dit lycée ont été entretenus sur les différentes missions du Fonds pour le développement du Bénin à travers la recherche. La rencontre a été également marquée par bien d'autres sujets. Reportage. Tournée d'échange, de prospection et de partenariat avec les parties prenantes à la recherche scientifique et de l'innovation technologique. L'étape du septentrion s'est déroulée ici au lycée technique et professionnel de Tchaourou. Devant les enseignants et les pensionnaires de ce lycée, le directeur du Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique a expliqué le but de cette tournée. Il s'agit entre autres, selon le directeur, de donner le goût pour la recherche et l'innovation aux apprenants dès le bas âge. Ce que nous visons en venant ici au lycée technique, c'est de pouvoir, avec le corps enseignant et les élèves, identifier une préoccupation majeure autour de laquelle nous allons mobiliser les chercheurs et ensemble des solutions doivent être trouvées. L'une des missions du Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique est de faire de la recherche un véritable levier de développement du Bénin et un outil de développement socio-économique. C'est pourquoi le proviseur du lycée technique et professionnel de Tchaourou invite ses apprenants à prêter une oreille attentive aux différentes communications. Je vous invite à écouter avec beaucoup d'attention la communication du FNRSIT et de poser beaucoup de questions, des questions d'éclaircissement, afin que cette séance d'aujourd'hui soit une séance qui vous apportera. Les apprenants ont justement eu droit à une communication sur les différents contours du fonds et les possibilités de financement pour la recherche scientifique et technologique. Par rapport aux conditions, nous avons d'abord qu'il faut participer à l'appel à projet que nous lançons dans les domaines qui sont définis. Il faut soumissionner par la rédaction un projet innovant, pertinent et qui tienne compte des impacts sociaux, environnementaux et autres. Une fois que ces conditions-là sont remplies, il faut que le projet soit évalué par la commission des experts. Et c'est à l'issue de cette évaluation que si c'est pertinent, si c'est bon, si ça rencontre les conditions internes que nous avons au fond, vous passez aux étapes suivantes de signature des accords. Les apprenants du lycée technique et professionnel de Tchaourou sont désormais mieux aguerris sur la mission du Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Le Bénin et la Chine revisitent les grandes lignes de leur coopération. C'est à la faveur de la traditionnelle revue des deux pays. La dernière revue de cette année 2020 s'est déroulée hier dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Les précisions avec Nassissa Lossé. Face à la mission diplomatique chinoise au Bénin, 3 membres du gouvernement et des représentants de 2 autres ministères. Un panel monté pour revisiter les grandes lignes de la coopération entre le Bénin et la Chine. L'action de coopération entre notre pays et les pays amis obéit à un certain nombre de rites. Et au nombre de ces rites-là, il y a ces haltes que nous appelons les revues, qui nous permettent de nous interroger sur le chemin qui est parcouru. Cette revue s'inscrit donc dans le cadre des consultations périodiques, des relations qu'entretiennent nos 2 pays, et elle permet d'évaluer l'état d'avancement de certains projets de coopération afin d'harmoniser nos points de vue sur ceux qui sont en cours et les autres projets dont le démarrage sont imminents. Les 2 parties sont donc appelées à faire une auto-évaluation des actes posés dans cette relation de coopération que le surnommé dragon de l'Asie prend avec plaisir et engagement. La Chine, comme un partenaire de longue date du pays, du Bénin, un ami, un frère,
Quand on parle de accompagner le Bénin dans son développement, ce n'est pas seulement une parole. C'est une parole, une promesse prise, mais accompagnée par des actions. Des actions visibles à travers de nombreux projets dont les plus grands sont dévoilés ici par le patron de la diplomatie béninoise. Il y a l'envoi de la mission médicale chinoise au Bénin, le jumelage des hôpitaux chinois et béninois dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, la construction du pipeline Niger-Bénin, la réhabilitation du palais des congrès, la réhabilitation du stade de l'amitié, celle du palais des sports, de la construction du bâtiment de l'Institut Confucius et celui de l'Institut d'anthropologie et sociologie de l'Université d'Abomey-Calavi, ainsi que des cités universitaires de Parakou et de Kétou. Tous les résultats obtenus pendant ces dernières 4 années ont gagné de respect, aussi de admiration de beaucoup de pays. Et à travers ces réformes, on peut voir aussi le changement de visage, d'image du pays, aussi de visage des Béninois. Les ministères qui abritent ces projets feront au cours de cette revue l'état des lieux avant de proposer des perspectives pour l'avenir de cette coopération. En somme, répondre aux exigences de l'amitié qui lie les deux pays. Rendons-nous à présent au ministère de l'Agriculture pour parler d'une signature de convention entre l'Association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin et le programme de développement de la filière ananas. Les documents ont été paraphés lundi en présence de Idrissou Boukari. C'est l'acte qui formalise le partenariat entre l'association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin et le programme de développement de la filière ananas dans une convention qui prend son envol dès ce lundi 16 novembre 2020. Avec cette convention signée au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les acteurs de la filière, notamment les producteurs, les transformateurs, les commerçants et les exportateurs. Plusieurs activités sont inscrites sur la feuille de route de cette convention. Renforcer l'image de l'ananas du Bénin. Nous savons que nous avons un ananas au Bénin qui ne se retrouve nulle part du point de vue de la qualité organoleptique, nulle part au monde. Il faut être fier. Mais on doit faire de manière à ce que cette image soit renforcée. On doit faire de manière à ce que l'interprofession puisse être une interprofession forte, bien gouvernée, une interprofession qui rend des services effectifs aux membres, une interprofession dynamique. Troisièmement, la défense des intérêts des membres. Si je suis membre d'une interprofession, c'est parce que j'ai des besoins, j'ai des intérêts à défendre. La IAB doit pouvoir défendre cet intérêt. Pour le président de l'AIAB, cette cérémonie est l'aboutissement d'un long processus participatif d'identification des besoins en renforcement des capacités et de planification opérationnelle et financière. Sa mise en œuvre est financièrement soutenue par l'Agence belge de développement avec un montant de près de 187 millions de francs CFA. L'Agence belge de développement, en accord avec le gouvernement, met en œuvre à travers le pilier 1, le programme de développement de l'entrepreneuriat dans la filière ananas, DEFIA, qui vise à appuyer le développement des chaînes de valeur ajoutées, porteuses, ainsi que l'entrepreneuriat dans cette filière. À travers ces deux interventions, le projet DEFIA accompagnera le renforcement des capacités des élus des agents de l'AIAB et des familles d'acteurs dans leur rôle de plaidoyer pour la promotion et le développement de la filière. Je vous assure de la disponibilité et de l'engagement de l'équipe DEFIA à accompagner la mise en œuvre de la convention de subside avec efficacité, efficience et rigueur. L'amélioration de la gouvernance de l'AIAB et le renforcement des relations entre les différents acteurs, la promotion de la filière ananas, le renforcement des actions de plaidoyer sont entre autres résultats attendus dans la mise en œuvre de cette convention. Créée en 2016, l'association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin entend saisir l'opportunité de cette convention pour organiser et développer la filière et mieux défendre les intérêts de ses membres.
Le Bénin abrite depuis hier la première conférence internationale sur la protection sociale initiée par le réseau des organisations non gouvernementales pour les objectifs de développement durable. Pendant 3 jours, les participants vont réfléchir sur les stratégies de lutte contre la pauvreté et la migration. Nassi Salonsé, Rachid Soubéo. La problématique de la protection sociale est au centre de cette conférence internationale qu'abrite le Bénin. Organisée par le réseau des organisations non gouvernementales pour les objectifs du développement durable, cette rencontre se veut un cadre de réflexion sur les stratégies de lutte contre la pauvreté et la migration. Et ceci à travers le lancement officiel des travaux de la plateforme euro-africaine sur la pauvreté et la migration. Cette conférence internationale est à la fois symbolique et nécessaire et s'inscrit dans la vision des dirigeants africains soucieux de soutenir les projets phares du continent. Les attentes de cette conférence internationale sont grandes et personne ne doit être du reste. ECOPAM a pour objectif de pouvoir contribuer à la consolidation des meilleurs systèmes de protection sociale dans les pays africains, pensant évidemment que ces protections sociales sont les moyens les plus sûrs pour pouvoir réduire durablement la pauvreté. Appuyée par plusieurs partenaires tels que le PNUD et la coopération allemande GIZ, cette première réunion du réseau des organisations non gouvernementales pour les objectifs durables a mobilisé des participants venus du Bénin et d'ailleurs autour du thème « Renforcer la protection sociale pour lutter contre la pauvreté, les inégalités et la migration irrégulière ». La pandémie Covid-19 nous a montré une fois de plus que les crises économiques, sanitaires et politiques affectent surtout les groupes les plus vulnérables. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, nous devons assurer une protection sociale qui protège la population contre la pauvreté et toute autre forme de vulnérabilité. Je voudrais me permettre de saluer le gouvernement béninois pour avoir autorisé et accompagné l'organisation de la présente réunion internationale. La présence de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance témoigne de l'engagement du Bénin sur le front de la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Outre le thème principal retenu, bien d'autres thématiques vont meubler cette rencontre prévue pour 3 jours. Il s'agit entre autres de l'état d'avancement du système de protection sociale au Bénin et la présentation du système de protection sociale au Bénin, cas du projet Arche, lancé récemment par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. En abritant cette conférence, mon pays, le Bénin, a l'opportunité de partager ses riches expériences en matière de renforcement du capital humain, Arche, mais surtout aussi à pouvoir s'inspirer de celles des autres pays pour renforcer davantage son système de protection sociale. La cérémonie d'ouverture de ces assises a aussi connu la présence du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, venu en soutien à l'activité. Et nous donner l'occasion d'échanger sur ce sujet ô combien important. On passe maintenant au lancement de la quinzaine de l'assainissement du secteur de la microfinance. L'initiative est conjointement organisée par l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés et le Comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance. Elle vise à lutter contre la prolifération des structures illégales de microfinance. Les missions de veille et de sensibilisation pour lutter contre la prolifération des structures illégales de collecte de l'épargne et de placement de fonds se poursuivent au Bénin. Et malgré le contexte particulier de la Covid-19, les acteurs, à défaut des séances de sensibilisation de masse, organisent la quinzaine de l'assainissement du secteur de la microfinance. C'est une initiative conjointe de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés et le Comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance. Les défis du secteur de la microfinance sont sans cesse croissants, notamment avec le développement des technologies de l'information et de la communication ces dernières années. En effet, le développement du e-commerce, de la finance digitale et de ses corollaires provoque des dérives qui appellent à une vigilance plus accrue, tant des acteurs que nous sommes que des populations pour une stabilité financière durable.
L'assainissement du secteur de la microfinance est une problématique qui préoccupe aussi bien le ministère de l'économie et des finances que celui des affaires sociales et de la microfinance. Cette quinzaine de l'assainissement du secteur de la microfinance permettra aux acteurs de communiquer sur l'état des lieux, évaluer les efforts fournis dans cette lutte et faire aussi des projections. Ce sous-secteur, animé par les SFD, est confronté à une difficulté majeure, celle de l'existence sur le même marché des initiatives informelles exerçant l'activité de collecte de l'épargne et d'octroi de crédit. C'est ainsi que notre comité, depuis son installation en 2012, s'est donné comme mission, en appui à notre agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, de continuer à assainir progressivement le secteur de la microfinance. Je voudrais ici féliciter et saluer le leadership du ministre de l'économie et des finances qui, en collaboration avec la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, lutte inlassablement pour l'assainissement du secteur. Plusieurs activités sont prévues au cours des 10 jours que va durer la quinzaine de l'assainissement du secteur de la microfinance. Il s'agit entre autres de la sensibilisation des préfets, de la police républicaine et une conférence de presse avec les hommes des médias. Il est également prévu une tournée nationale de sensibilisation au cours de la deuxième semaine. Fin de cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne journée à vous. Nous vous remercions également. Merci beaucoup à vous Ingrid et très bonne journée du mercredi. Demain à partir de 7h15, on vous aura en plateau pour d'autres informations en images. Tout à l'heure à 13h, la grande édition à suivre sur Canal 3 Bénin sur le www.canal3télévision.com. Restez donc avec nous. Actu Matin se poursuit. Clément Akadé recevra dans la deuxième partie Roland Ribou. Il est le président du Conseil des investisseurs privés du Bénin. Il sera question de la loi des finances 2021 actuellement en étude au Parlement. Quelles mesures de soutien au secteur privé? La question que nous poserons donc ce matin à notre invité. Restez avec nous. Le débat politique sur Actu Matin avec l'ensemble des débatteurs, André Loussa, Herman Anyamboussou, Akime Ousseli et Wakhavali Para. On va commencer par un sujet hautement politique, l'animation de la vie politique nationale. Il y a de ces voix que nous n'entendons plus. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syste Location de Voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Syste LBM Location de Voitures, contact 60 60 60 63. Grande marque. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie.
Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Et voilà, en plateau ce matin, les débatteurs Hakimé Ousseni, Herman Niambossou, André Dossa, Rabali Para. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour à vous. Vous êtes bien remis de l'anniversaire. Oui, très bien. Tout sans invitation. Bon ben, vous savez, le pays est dû. Allez. Il y a un anniversaire qui a caché un autre, c'est l'anniversaire de la présidente de l'UDBN. Voilà, donc. Je parlais que ça la jamais. Ça ne sera pas dur. Joyeux anniversaire à la présidente de l'UDBN. Voilà. Actrice politique ou acteur politique si vous le voulez. Eh bien, on va parler politique ce matin. Comme vous le savez, à un moment donné du parcours politique de notre pays, le Bénin, il y a quand même de ces personnalités qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous allons partir à leur recherche puisque ils sont enterrés apparemment quasiment dans un silence total. On demandera à André Dossa peut-être s'il a les nouvelles de certains parmi eux, les Idi Kolaolé, Antoine, les Mathurin Kofi Nago et bien d'autres qu'on ne voit pas au chapitre. Mais moi je ne vous comprends pas. Pourquoi vous voulez perturber le repos des aînés, des celles qui ont servi le pays pendant des décennies? Encore que ils ne sont pas à proprement parler au repos. Si je m'en tiens au nom que vous citez, M. Idi Kolaolé, Mathurin Nago, ils sont toujours actifs. Ils sont au sein de leur formation politique et essayent donc d'accompagner les jeunes, de transmettre, n'est-ce pas, de partager leur expérience, n'est-ce pas, avec la jeunesse de ce parti politique. Ils travaillent, me semble-t-il, toujours à l'enracinement des idéaux de l'Union progressiste. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont à ce point absents, n'est-ce pas, sur l'échiquier politique. Peut-être qu'ils ne jouent plus les premiers rôles. C'est vrai, en temps normal, on aurait continué à les voir à l'Assemblée nationale ou dans d'autres positions de premier plan. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La faute sans doute à cette réforme du système partisan, la faute sans doute à un président de la République qui a eu le leadership nécessaire pour
permettre, tu veux dire même contraindre ces aînés-là dans des rôles aujourd'hui qui sont les leurs, celui d'accompagnement, celui de militantisme de façon assez humble et d'animation de la vie politique au sein d'une formation politique. Je crois que ce n'est pas pour déplaire à la jeunesse. Moi, fervent militant de la cause jeunesse que je suis, moi je salue cette action-là parce que nos aînés, vous savez, ils n'aiment pas toujours remettre le témoin, ils n'aiment pas toujours laisser la place aux jeunes. Si aujourd'hui une action a pu les contraindre dans ce rôle-là qu'elle est là aujourd'hui, je crois que ce n'est pas pour nous déplaire et ce n'est pas non plus pour les stigmatiser, ce n'est pas les stigmatiser que de constater qu'en fait ils ne jouent plus les premiers rôles et que ce n'est pas si mal que ça. Alors, cette analyse, cette première analyse de André Dossa, qu'est-ce que vous en dites, Akeme Seydou Ouseni? Non, je crois que ça ne manque pas de pertinence, l'analyse que propose André. Parce qu'en réalité, oui, ceux dont vous parlez, peut-être qu'il y a encore une liste exhaustive. On avait cité que quelques deux. Encore que même les deux, ces deux-là même n'ont pas été bien choisis. Parce que d'une manière ou d'une autre, je crois qu'il dit qu'il n'y a pas plus tard qu'une semaine, il doit avoir été à la tête d'une activité dans son département. Le président ou le professeur Mathurin Kofinago, d'une manière ou d'une autre aussi, très offensif aussi dans sa zone. Non, c'est évident que l'analyse que propose André postule de ce que réellement, il y a quand même donné le système partisan passé par là. Je me rappelle un des retours qui m'a été fait par rapport à la tournée du chef de l'État dans le département de la Liborie, précisément à Kandi. Il disait que quand il a été élu, les premières audiences qu'il a eues, ce sont les audiences des hommes politiques qui, pour lui dire, attention, monsieur le président, le porte-nom de Cotonou, c'est pour nous, c'est-à-dire c'est pour tel parti politique. Le poste de receveur douane, c'est pour nous, et la conduite, c'est pour nous. Et qui s'est dit, attention, comment ça se passe pour que des partis politiques viennent réclamer, je dirais, certains fleurons de l'économie. Et qui s'est dit que s'il y a une seule activité, une seule chose qu'il va réussir à faire, si c'est la seule, ça va être forcément le système partisan. Qu'on cesse de croire que, il y a des partis d'activités qui appartiennent à des formations politiques. C'est dans ce rôle qu'on les retrouvait beaucoup plus, nos hommes politiques. Parce que, bien entendu, quand ils le faisaient, c'était eux les seigneurs de leur formation politique et on les voyait toujours au premier plan. Le système partisan, je ne dirais pas que c'est la panacée, mais ça a réussi, comme l'a dit André, quand même à minimiser, je dirais, l'influence et la trop grande présence de certains responsables, de certains hommes politiques. Et s'il faut saluer cette chose, oui, il faut le saluer parce qu'au moins aujourd'hui, on sait qu'à un moment donné, il y a comme, je dirais, une présence presque équitable, je dirais, des acteurs politiques sur le terrain. Certains se sont mieux, donc, je dirais, en militants chevronnés, certains, je dirais, en donneurs, ou j'allais dire, en accompagnateurs, ou en, je dirais, en échelle de certains autres jeunes qui ont véritablement, parce qu'à ce niveau aussi, c'est clair que c'est compliqué que de passer la main, parce que oui, au-delà de ce qu'on dit, c'est qu'il y a quand même les nerfs de la guerre qui les obligent à dire attention, on n'est pas encore parti, donc on peut toujours continuer par, je dirais, être les premiers. Donc, en gros, c'est qu'il y en a véritablement qu'on ne voit peut-être plus, mais qui jouent un rôle au niveau de la différence. Parce qu'aujourd'hui, on les connaît, ça n'est plus beaucoup sur le terrain. C'est l'Union progressiste, c'est le Bloc républicain, c'est Moël Bénin, c'est lui des Bénin consort. Donc, ceux qui ont réussi donc à garder, je dirais, l'hégémonie sur les formations politiques ne sont pas les plus puissants, mais c'est que, ils sont peut-être, je dirais, les guides et les autres. Alors, nous avons connu quand même beaucoup de réformes dans le pays, depuis pratiquement 4 ans. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle et quand on sait qu'à ce moment donné, on voit beaucoup plus nos acteurs politiques au front cette fois-ci, est-ce qu'on doit coller cette inactivité que nous observons de la part de ces personnalités politiques-là au fait que ce soit la réforme du système partisan? Il y a la réforme du système partisan qui est là, comme on dit actuellement, nous constatons que la cadence, n'est-ce pas, est en train de s'adapter au rythme qui est sur le terrain et le rythme politique actuellement ne peut que s'adapter aux réformes du système partisan qui est en cours. Les anciens acteurs que vous avez cités, c'est vrai, par le passé, on les voyait beaucoup plus actifs sur le terrain. Aujourd'hui, ils n'ont pas croisé les bras quand je fais allusion, sinon quand vous faisiez allusion tout à l'heure à Edji Kolawole, c'est juste les deux que j'ai pris. La liste est longue. Il y a bien d'acteurs qu'on n'a pas vus et même quand vous allez dans le rang des femmes, n'est-ce pas, les Marie-Élise Bédo et les Célestine Zanou qui ont eu, qui ont été candidates à la présidentielle, n'est-ce pas, par le passé et qui aujourd'hui, jusque-là, on ne les sent plus. Marie-Élise Bédo, on la sent même très peu, même dans le rôle qu'elle sert au-delà des acteurs, des questions posées à la cause des femmes, on la sent moins aujourd'hui, même sur les sujets relatifs donc aux gens. Donc il y a de ces noms qu'on peut citer, comme disent les Ivoiriens, on ne va pas quitter ici
les Idi Kolaole, les Lazare Serweto, les Abiola, n'est-ce pas, l'ancien ministre le centriste du bloc républicain. Il y a le patron du Kokoriako, n'est-ce pas, je vais parler de Sefou Fagboumou, qui entre-temps est rentré dans la danse avec son adhésion, quoique difficile, au bloc républicain, mais qu'on a senti en quelque sorte en ce temps comme s'il allait se reposer, et que bon, l'actualité l'a ramené au devant de la scène. Sa fille finalement a fini par perdre, n'est-ce pas, la mairie d'Adiawere. On se dit, bon, est-ce que tout cela a contribué à ranger le patron du COC, l'ancien président du MADEP, de l'autre côté? Vous voyez, donc aujourd'hui, sur la scène politique, on ne sent pas les acteurs politiques sortir et s'affirmer comme par le passé. La réforme du système partisan a permis de reformater la classe politique et de remettre au devant de la scène, n'est-ce pas, les jeunes, parce que par le passé, comme l'a souligné André Dossa, les anciens acteurs politiques n'avaient pas la facilité à passer le témoin. Et c'était difficile de poser le tablier, comme dire. Mais aujourd'hui, le chef de l'État et la réforme du système partisan, n'est-ce pas, ont permis de replacer les anciens acteurs politiques que nous venons de citer, d'autres encore, n'est-ce pas, peut-être à l'arrière-plan. Ceux-là doivent peut-être se consacrer à former la nouvelle classe politique et autres. Donc, on ne sent plus une trop grande présence sur le terrain de ces anciens acteurs politiques. Mais il ne faut pas oublier aussi que si on ne sent pas trop de mouvement, trop de mobilisation sur le terrain, il y a le coronavirus aussi qui est passé. C'est un détail non négligeable parce que vous voyez, ça n'empêche pas. Il y a des acteurs politiques qui créent, n'est-ce pas, que le camp adverse saisisse ce détail de mobilisation pour leur coller au ça n'a pas manqué pour les candidats, on les a vus. Il faut être direct dans certaines choses. Les sorties du chef de l'État, il est quelque peu méfiant, n'est-ce pas, sur les questions des gestes barrières. Ça veut dire quoi? Que dans les salles, les lieux de mobilisation, au-delà des populations quelque peu inconscientes, n'est-ce pas, il y a qu'on exige de ceux qui sont là. Oui, quand on parle de silence des acteurs politiques, ça m'en va sur deux terrains. Le premier terrain, un peu comme ils l'ont dit, c'est le terrain de la mobilisation. D'accord? Ils descendent sur le terrain, ils font des actions, ils parlent à leurs militants. Ça, sur ce terrain également, c'est vrai qu'il y en a qui font des actions et comme l'a dit Wahab, ils tiennent compte sans doute du coronavirus pour ne pas faire de grande mobilisation. Mais toujours est-il que sur ce terrain, effectivement, c'est vrai, réforme du système partisan aidant, on peut aussi dire que c'est cette réforme qui fait aujourd'hui que beaucoup d'acteurs ne veulent pas intervenir. Mais je dis, sur cette question-là, la réforme est intervenue il y a à peine 2 ans. Mais on a constaté plutôt que depuis que Patrice est revenu au pouvoir, il y a eu un silence un peu comme un silence de cimetière, un silence plateau. Chez des acteurs politiques, vous avez cité des noms, je ne voudrais pas en rajouter. Mais sur le terrain également, sur le terrain des médias, Canal 3, depuis sa création, et André ne me démentirait pas, a vu défiler sur ces différents plateaux beaucoup d'acteurs politiques qui sont prononcés sur des choix politiques opérés, autant forts de certains Boni Yayi, Roi Premier, ou de certains Mathieu Kérékoupé à son âme. Des acteurs politiques ont défilé sur des plateaux ici pour se prononcer sur des questions. On n'en entend pas du tout. Justement, nous sommes pratiquement à 5 mois d'une élection présidentielle. La question, par exemple, du redécoupage, je ne sais pas trop comment ça s'appelle l'histoire de la diplomatie béninoise. On n'a pas entendu un seul ancien ministre, la carte diplomatique du Bénin, on n'a pas entendu un seul ministre, par exemple, des Affaires étrangères se prononcer, apporter ne serait-ce que quelques éléments d'appréciation du choix qui est opéré par Patrice Talon, à savoir qu'il faut fermer certaines ambassades, il faut faire ci, il faut faire ça. Sur la question également de l'agriculture, on en a parlé hier, le coton qui est en train de connaître une rechute à cause de la pluviométrie. Professeur Mathieu Kofinago, acteur politique, mais il est aussi professeur en sciences d'agronomie. Et donc, je pense qu'un monsieur comme celui-là, il peut aussi intervenir sur le plateau, faire peut-être des apports sur le choix politique fait par le gouvernement actuel, à savoir diversifier les différentes cultures que nous avons. Donc, c'est sur ces différents éléments qu'on ne les entend pas. Et donc, quand il y a un silence comme ça, en matière politique, soit on attend de voir le gouvernement sombrer et on se dit, bon, bravo, on les a eus, ou alors on est là et puis on ne dit rien, et puis bon, voilà, ça ne comprend pas. Ça ne se comprend pas. Ma compréhension du sujet et son intérêt de mon point de vue, c'est pas tant qu'ils font des activités politiques que sur le terrain, ils essayent de tenir leur fief pour le compte des partis politiques auxquels ils appartiennent désormais. C'est qu'on observe que l'omnipotence, l'omniscience,
la présence remarquable de ces acteurs-là. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et avant même la réforme du sympathisant, il faut constater que l'action de Patrice Talon, en tout cas, Patrice Talon a échappé à la mainmise des acteurs politiques sur son registre, sur sa gouvernance. Akeme a rapporté tout à l'heure des propos que le chef de l'État aurait tenus à Kandi, faisant remarquer que dès l'entame de son mandat, les acteurs politiques qui venaient demander le port, qui demandaient l'OCBN, le CNCB ou je ne sais quel autre source, institution publique génératrice donc de fonds et de fonds de campagne, ainsi de suite. Donc il a réussi, ma foi, à échapper à cela. Et en dehors de ça, il a introduit cette réforme des sympathisants qui aujourd'hui a contré les anciens pères fondateurs des PME politiques, des partis politiques, elle les a contrés dans un rôle de militants, ou tout au moins responsables dans les organes dirigeants de ces partis politiques, mais ils ne jouent plus les rôles de premier plan. Ils n'ont plus la force de pression qu'ils détenaient et qui les amenait donc à tenir des chefs d'État et obtenir certaines choses d'eux, et donc occuper la place publique, occuper le débat public de façon permanente, au point de défiler, donc vous l'avez dit, sur des plateaux. Ce n'est plus le cas. Et moi, je ne trouve pas que c'est une mauvaise chose. Au contraire, c'est un exemple. Je ne le dis pas forcément pour l'exposer. Lorsque vous parlez UP aujourd'hui, vous voyez une dame, Christelle Mounonombo, qui est la directrice de l'administration. Je pense qu'en son temps, ça n'aurait pas pu se passer ainsi. Je pense que ça devrait relever d'un rêve irréalisable en son temps. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Elle est responsable de l'administration de l'UP et elle joue un rôle de premier plan dans ce parti. Même quand bien même il y a encore les Bruno Amoussou, les Idikola Olé, les Mathieu Nago et bien d'autres encore qui sont là, qui sont sans doute jouer un rôle important, mais ça a propulsé des jeunes, ça a permis à des jeunes d'avoir voix au chapitre, d'occuper l'espace public. Je crois que c'est très important. Il y a un changement, un renouvellement de génération qu'on observe à travers cette action-là. C'est peut-être mauvais pour les acteurs politiques, mais les jeunes devraient s'en réjouir et applaudir, et souhaiter que ça se consolide et que ça aille plus loin et que vraiment la transmission se fasse. En dehors de ça, je pense aussi que le contexte a changé. Les 5 ans de parti dans la tête du Bénin a vraiment contribué à beaucoup de changements, notamment sur le plan de l'animation de la vie publique nationale. Il y a des acteurs qu'on ne reverra plus, parce qu'ils n'ont plus les moyens d'exister politiquement, et que les partis politiques qui existaient avant, les clubs électoraux ont disparu. Beaucoup de jeunes ont connu leur ascension à travers cela, mais il y a aussi beaucoup d'ovnis. Parmi ces jeunes-là aussi, il y a beaucoup de parvenus, beaucoup de spectacles, comment on dit ça, je n'ai pas envie de dire de choses ce matin. Non, des parvenus qui ont profité aussi de cette occasion pour exister alors qu'ils n'ont pas de contenu, ils n'ont rien à vendre, ils n'ont rien à vendre sous le soleil. Bon, c'est aussi ça, vous savez, il faut un peu de tout pour faire un monde. Voilà. Oui, non, mais je crois qu'il y a un autre acteur dont on n'a pas parlé qui est plus ou moins qui est à la limite un caméléon. Je veux parler de Maître Adrien Ngbeji. Adrien Ngbeji qu'on entend très peu. C'est vrai, acteur politique dont le parti est en règle, continue son animation politique, un des plus vieux partis en République du Bénin, 30 ans sur l'échiquier politique national, ce n'est pas peu. Mais il y a de ces sujets sur lesquels je crois que bien que alors une certaine retraite de la part d'Adrien Ngbeji? Non, je dirais pas une retraite anticipée, parce qu'il continue de gérer son parti tel qu'il l'a fait par le passé, même si les réalités aujourd'hui ont changé. Il a fallu mettre Adrien Ngbeji pour l'université de vacances de son parti pour que ça puisse avoir davantage l'éclat que cela donnait par le passé. Mais il y a de ces sujets sur lesquels on devrait entendre Maître Adrien Ngbeji, bien qu'aujourd'hui il dit être de la mouvance présidentielle, bien que son parti soit également éprouvé après les élections législatives et les élections communales. Je pense qu'il y a bien de sujets sur lesquels on devrait entendre Maître Adrien Ngbeji, mais sur ces sujets-là, il garde le calme plat. Pour le reste et pour l'essentiel des acteurs politiques, un peu comme Janvier Yawedeu, que moi je qualifie un peu de conservateur, parce que par le passé, on sait que c'est
des gens qui étaient quelque peu virulents quand il s'agit de dénoncer. Ils sont tous confinés dans les partis politiques. Voilà, ils sont confinés pour Yaoundé qui est dans l'organisation interne des partis politiques qui ne leur permet pas de se prononcer à tout bout de champ. Toutes ces expressions que vous utilisez, discipline de groupe, adhésion au parti de la mouvance présidentielle, tout ça, ce sont des éléments qui prouvent que le système partisan est en marche et que cela est venu changer les habitudes, changer les pratiques. Donc, vous voyez, donc il y a de ces acteurs qu'on devrait entendre sur des sujets politiques. Par le passé, je reviens sur Marie-Élise Bédot et sur Célestine Zanou. S'il y a un peu de pépin dans la gestion du gouvernement de Boni Yayi en ce moment, on entendait Célestine Zanou qui monte au créneau et qui dénonce, qui a son analyse sur certains sujets. Donc aujourd'hui, les partis de l'opposition aussi, on n'est pas revenu sur, on n'est peut-être pas cité, il y a des sujets sur lesquels on devrait les entendre, mais on ne les entend pas. Et qu'ils font, à ma foi, des querelles de personnes. Plutôt que de sortir et de se prononcer sur des sujets, moi je pense que Patrice Talon a mal fait quand il a été question de ci et de ça. Moi, je pense que sur la question de la carte diplomatique, Patrice Talon aurait pu, surtout que dans le parti de l'opposition, on a encore des anciens ambassadeurs, on a des anciens ministres des affaires étrangères, donc qui ont été sur le terrain, qui ont eu à pratiquer ces réalités diplomatiques et qui pensent qu'on aurait pu faire des choses autrement. Oui, Akimé. Je crois que Adrien Mbedi à sa décharge a une manière de se prononcer. Il ne se prononce pas tel que nous l'avons pu. Il attend les universités de vacances pour se prononcer. C'est une habitude. C'est pas la première fois qu'Adrien Mbedi fonctionne comme ça. Ça fait pratiquement 10 ans. C'est comme ça qu'il fonctionne. Même quand on va interroger l'histoire, vous ne verrez pas Adrien Mbedi à la même conférence de presse grandeur nature pour, je dirais, se prononcer sur l'actualité. Il saisit souvent l'occasion des unités de vacances parce qu'il a certainement une méthode, un certain agenda qu'il respecte. Et c'est à l'occasion, c'est souvent sur 2 jours, sur 3 jours, ils échangent. Exactement, ils échangent sur plusieurs sujets. Donc, Adrien Mbedi, pas vraiment. Cette voix, on continue par l'entendre. Même Célestine Zanou aussi nous a pas aussi habitués aussi à des sorties fracassantes. Et là aussi... Sa méthode, c'est sur Facebook, bien sûr. Exactement, sa méthode. Je crois que ce qu'on n'entend plus, c'est peut-être les noms, peut-être un certain Zéphirin Kendiaoundé en son temps, un certain Lara Saveto en son temps, le nationaliste enfin. Oui, parce que lui aussi, si on doit citer les noms, vous avez cité 2 noms, c'est peut-être même le premier nom qu'il fallait citer, parce que lui aussi, il s'est complètement terré dans un silence assourdissant. Il s'est révélé démocrate. Il a trouvé la formule pour... Voilà. Sinon, il y a un certain nombre, le président des démocrates, on ne continue pas à entendre d'une manière ou d'une autre, Jules Lodjou, c'est ça. Voilà des acteurs qu'on n'entendait pas le passé. Vous avez un peu dans les septentrions... Oui, candidat Zanaï, par exemple, ici. Voilà. Donc, non, je crois que d'une manière ou d'une autre, il n'y a que le contexte actuel les oblige à ne certainement plus, je dirais, se prononcer sans méthode. Ils y vont peut-être avec assez de manière. La réforme du sympathisant, certainement aussi est passée par là. Nombreux sont-ils qui sont aussi aujourd'hui embauchés la trompette du régime en place et donc ne se trouvent plus dans la possibilité de venir se prononcer grandeur nature sur certains sujets. Et même s'ils doivent se prononcer, comme l'a dit André, il y a une certaine discipline du groupe. Vous n'irez pas aujourd'hui au bloc républicain pour attraper n'importe quel champion pour qu'il vous parle. Il vous dira qu'il faut d'abord s'en référer soit au secrétaire national ou à la rigueur, c'est quoi, vous avez vous adressez un courrier et puis on trouve la formule et le responsable à l'information, c'est bien le Yaoundé dont vous avez parlé tout à l'heure. Par le passé, bien qu'il se serait arrogé tous les rôles, mais il se fait qu'aujourd'hui, bien, on sait à un moment donné qui c'est qui se prononce. Exactement. Donc, je crois qu'il y a des voix qu'on entend certainement plus d'accord, mais il y a bien d'éléments nouveaux qui concourent à ce constat que nous faisons ce matin-là. Oui, allez-y. Oui, c'est bien que la réforme du système partisan ait permis un peu d'instaurer au sein de ces partis politiques, de ces grands groupes, une discipline de groupe. Mais quand vous voyez un peu les dernières sorties des mouvements politiques, vous vous demandez si la jeunesse politique béninoise est vraiment épanouie au sein de ces différents groupes. Parce que justement, les acteurs politiques dont on n'entend plus les voix, c'est
tout se passe comme si ils n'ont pas fini de jouer leur rôle en politique. Tout se passe comme s'ils n'ont même pas envie de passer la main aux jeunes. Et donc, c'est comme s'ils n'ont pas fini encore de jouir des feux politiques. Et donc, ils embrigadent un peu une jeunesse qui a quand même envie de se prononcer. Une jeunesse qui a envie de se prononcer sur certains sujets. Donc, vous avez dû constater avec les comment dit-on, LCD, il y a assez de mouvements, il y a l'ICR, il y a beaucoup de mouvements quand même qui sont nés du fait que les partis politiques ont essayé quand même d'embrigader la jeunesse. Je me demande si c'est vraiment c'est vraiment bénéfique pour la jeunesse. On n'a plus le droit au chapitre, on n'arrive pas à se prononcer comme on le veut. Donc, et vous les jeunes, en tout cas, on va vous retenir dans ce sujet. C'est pertinent, mais je pense que il faut mettre un petit bémol. C'est peut-être difficile dans certaines de ces parties-là aux jeunes de s'épanouir, mais ils s'en sortent quand même. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de Bruno Amoussou, il n'y a pas de Nicolas Olé Antoine, il n'y a pas de Mathurin Kofi Nago, il n'y a pas de... ils sont nombreux, Adrien Mbedi, ils sont nombreux. Vous voyez, qui avaient le titre foncier à l'Assemblée nationale, mais qui n'y sont plus. Aujourd'hui, on voit de jeunes députés, le jeune homme, le jeune député de Calavi, Renfort, et l'Assemblée nationale, vous imaginez, les délonistes, comme le sont à l'Assemblée nationale. Bida Kebul, le fils de l'autre, ça veut dire que une action, en tout cas, quelqu'un a réussi à dire à nos aînés là, mais écoutez, c'est bon, laissez les jeunes faire leur expérience. Alors, moi, je voudrais aussi, vous savez, Adrien Mbedi, oui, nous n'avons pas habitué à Kimela Sébiri Amadi à des prises de position intempestives. Et aujourd'hui, on constate qu'au sein du PAD, qu'ils jouent de moins en moins les premiers rôles. Ça permet à Parfait, à Oué Consort d'être plus visible. Souhaitons que le passage de témoin aille plus loin et que vraiment, véritablement, la jeunesse du PAD vraiment prenne le pouvoir dans ce parti. La Sarkozy est en position, il est même collaborateur du chef de l'État spécial, me semble-t-il, à la politique du chef de l'État. Voilà. Mais vous savez, on n'a pas la même inspiration selon qu'on est au pouvoir ou dans l'opposition. C'est pourquoi certains acteurs que vous avez cités ici, aujourd'hui, on ne les entend pas ou bien on les entend moins. Quand il a cité Janvier Yawedeou, quand il est dans l'opposition, il est très virulent, il est très inspiré, très actif, voilà, d'accord. Il a tellement de dossiers, et ainsi de suite. Mais quand on est du côté du pouvoir, c'est évident, celui qui est sur le terrain qui joue, parfois il est moins mettons joueur que celui qui a la touche. Parce que quand on a la touche, peut-être on a une facilité de voir les choses. Nous n'attendons non pas à ce que forcément ils aient les mêmes inspirations, la même vigueur, selon qu'ils sont au pouvoir ou dans l'opposition. Toujours est-il que, pour résumer, aujourd'hui, ce n'est plus facile pour des aînés de s'accrocher à des partis politiques ou à des positions politiques, à des positions publiques. Les jeunes ont plus de facilité aujourd'hui à accéder à des instances de prise de décision au sein des partis politiques, et je crois que c'est une chose formidable. Il faut poursuivre cette action-là plus loin pour qu'enfin on peut donner toute sa chance à la jeunesse et aussi à la femme béninoise. Voilà, on va passer à un autre sujet, le second, et ça se rapporte à cette tournée du chef de l'État, le président Patrice Talon. Une liste de réalisations faites dans Djougou, un chapelet de doléances, en tout cas on retient que Djougou a reçu Patrice Talon et reste donc marqué par le discours, le message de son maire, Malik Seybou Gomina, Wahab Ali Para. Oui, on a entendu le maire Malik Gomina, dont la population, n'est-ce pas, la cité des Pinzé, a accueilli fort chaleureusement le chef de l'État, parce que comme je vous ai dit hier sur ce plateau, il y a cette chaleur humaine que les populations attendaient. Mais ce qui est là, on est allé au-delà. Donc au-delà des visuels qu'on avait, qui ont anticipé en termes d'information, à titre informatif, donc à l'endroit du chef de l'État, on a entendu le maire qui est revenu sur un certain nombre de points qui sont les besoins de ses administrés, qui sont les besoins des populations de Djougou pour une ville qui, selon les statistiques de l'INSAE, est la troisième ville la plus peuplée, n'est-ce pas? Il y a bien de choses dont manque la commune de Djougou en termes d'assainissement. Djougou souhaite qu'on l'accompagne pour plus d'assainissement. Le maire Seybou Malik Gomina a trouvé la formule de mettre en compétition
les différents arrondissements de sa commune pour couronner le plus propre à la fin. Donc c'est une manière de stimuler la population de manière à ce que désormais tout le monde soit propre. Mais au-delà, la ville de Djougou attend un accompagnement beaucoup plus pointu. En termes de questions de santé, n'est-ce pas, il y a le plateau technique de la région et beaucoup plus de Djougou que Djougou souhaite que le président de la République puisse orienter ses réflexions dans ce sens. Il y a la question d'eau potable. La question d'eau potable. Il y a l'eau potable à Djougou, mais il se trouve que beaucoup de quartiers n'ont pas cette eau potable. Djougou vit, n'est-ce pas, où depuis plus de 10 ans, il n'y a pas eu extension du réseau électrique. Ça veut dire que vous allez, il y a des zones qui sont dans le noir. Il y a des maisons où les populations ont acheté de parcelles, ont construit et vivent depuis plus de 10 ans, n'ont jamais eu d'électricité parce que l'extension du réseau électrique n'est pas allée à ce niveau. Comme je vous ai dit, la jeunesse de Djougou souhaite un stade digne du nom pour son épanouissement, pour ses activités sportives et autres. Quand on sait véritablement que... Oui, en termes clairs, n'est-ce pas, il y a un identifiant du Djougois. C'est le transport. Le transport était ce qui identifiait les populations de Djougou. Ce transport, un jeune qui, même s'il est scolarisé, dès lors qu'il n'arrive pas, très vite, il s'oriente dans l'univers du transport. Mais cette activité, cette filière est en train de mourir. Le maire Seibou Gomina et beaucoup de ces populations souhaitent que l'accompagnement du gouvernement puisse passer par là pour ressusciter davantage cette filière-là. Aujourd'hui, nos frères de Djougou, n'est-ce pas, sont en train de s'orienter vers la Libye et autres en raison du coronavirus. C'est une réalité qui a commencé bien longtemps. Le coronavirus n'a rien freiné dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'il y a la question du chômage qui est là. Le maire de Djougou estime, n'est-ce pas, que les choix qu'on a opérés en termes de redéploiement, n'est-ce pas, des enseignants, les aspirants, n'est-ce pas, qu'il faut revoir la carte de manière à ce qu'ils retournent là où ils ont quitté, peut-être pour 5 ans et autres. Ça porte à croire que ces enseignants ne s'y plaisent pas, n'est-ce pas, ou n'ont peut-être pas l'expérience puisqu'ils viennent fraîchement. Bref, je pense que ce sont des doléances qui ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds et qu'on espère que très bientôt, avec le management du chef de l'État, l'homme qui pratiquement ne dort pas et qui est sensible à bien de choses qui vont à la satisfaction et au bien-être de ces populations, qu'il saura réagir de manière à ce que très peu Djougou puisse obtenir satisfaction. Dans bien de doléances, c'était pas le maître. Les problèmes que vivent Djougou, qui sont remontés à la surface. Non, ce qui est certain, quand vous avez donné la parole à un fils de Djougou, pour parler de Djougou, vous avez compris qu'il est entré dans la peau du maire, qu'il est revenu sur tous les... de toute façon, qui connaît bien Djougou. Non, je pense que la jeunesse de Djougou qui est obligée d'aller vers, comment dit-on, vers l'immigration clandestine et tout. C'est vrai que Djougou est cité au Bénin comme étant la ville où les jeunes s'adonnent à cette activité. Et donc, je pense que c'est bien que le maire de Djougou ait pu insister sur cet aspect pour dire au chef de l'État, si nous avons une jeunesse qui a de l'emploi, qui n'est pas désespérée, elle ne va pas se livrer à cette pratique-là. La question de la santé également. La santé, Djougou, troisième ville la plus peuplée du Bénin, et qui n'a pas de chirurgiens, qui manque de beaucoup d'acteurs clés du secteur de la santé. Je pense que c'est beaucoup d'éléments quand même que le chef de l'État saura prendre pour pouvoir soulager cette ville qui ne demande que ce qu'il faut pour pouvoir assurer son développement. Oui, Akimé. En dehors de la chaleur humaine qu'aurait apporté la présence de Patrice Talon à Bassila ou dans les autres communes de la Donga, je crois que Malick Seibou Gomina s'est fait presque le porte-parole des maires des communes de la Donga. La question de l'éclairage public, elle n'est pas qu'à Djougou. André ne me démentira pas. Vous allez par exemple à Bassila à partir de 19h. Franchement, c'est pas la peine. Vous croyez dans un très gros village. Il n'est pas encore allé à Bassila, le chef de je crois que hier, ça a été fait. C'est pour dire un peu que Malick Seibou Gomina s'est fait véritablement, je dirais, le porte-parole de tous ces maires des communes de la Donga, Kopago, Bassila,
Waké et puis Djougou, bien entendu. Parce que les problèmes que vivent les populations de Djougou sont presque les mêmes que vivent les populations de la Donga. Elles ont pratiquement la même sociologie. Ouahaba parlait, je dirais, de l'immigration. Non, attendez, le département de la Donga bat le record en termes, je dirais, des jeunes qui sont candidats à l'immigration. Ils sont très nombreux. Vous allez en Italie, vous allez en Allemagne, vous aurez l'impression que vous êtes soit à Djougou, soit vous êtes à Basila, parce qu'ils sont nombreux et qui sont au niveau de ces... Ils partent en aventure, bien entendu. Et donc, je crois que les éléments qui motivent cet état de choses ont été énumérés par le maire de la commune de Djougou. Et Djougou étant le chef du département de la Donga, il est quand même normal que Djougou puisse présenter une certaine image. En termes, je dirais, d'infrastructures socio-communautaires, le département de la Donga en souffre suffisamment. Les infrastructures sportives, si on parle du monde du football, quand vous dépassez Djougou, vous allez complètement en promenade. On peut jouer des tournois du 1er janvier au 31 décembre de l'année dans la commune de Djougou. Parce que franchement, c'est pratiquement la seule activité de divertissement que les populations de Djougou environ ont. Donc, c'est bien que le maire puisse les énumérer les éléments qui concourent à la bonne exécution de tous ces éléments, de cet état de choses. Et donc, je me dis, comme je l'ai fait constater, que les problèmes posés par le maire de la commune de Djougou, c'est pratiquement un porte-parole des maires du département de la Donga. Oui, André Dossa. Je crois que le chef de l'État doit avoir été sérieusement marqué par l'étape de Djougou, de sa tournée, tant dans la forme que dans le fond. C'est-à-dire dans la forme, vous avez vu tout le branding qu'il y a eu sur Djougou, le message justement pointu, saillant, posté un peu partout sur le parcours du chef de l'État. Je crois qu'il n'a pas pu s'empêcher, n'est-ce pas, de constater cela. Vous avez vu quelques échanges avec les gens dans la foule, quelques porteurs d'affiches, des échanges. Je dis que le chef de l'État, personnellement, a retenu, ces messages ont retenu son attention. Et dans le discours du maire de Djougou, j'avais eu le sentiment tout à l'heure que c'est Wahab qui a écrit ce discours. Non, mais écoutez, lorsque vous vous adressez à un chef d'État et que vous lui dites que dans ma commune, il y a un lycée technique qui forme les étudiants, les élèves en électricité, mais qui est dépourvu d'électricité, comment cela peut-il ne pas le marquer? Mal chaussé. Oui, c'est extraordinaire. Un lycée où on forme des enfants dans l'électricité, mais qui n'a pas d'électricité. Comment ça se fait? Ça doit être un miracle, sans doute, que font ces enseignants-là. Et que dans la même commune, le plus grand arrondissement de la commune, qui détient la station de pompage, qui sert de l'eau potable aux autres membres de la communauté, mais qui en est totalement dépourvu. Je crois que c'est extraordinaire. Le chef de l'État a dû remarquer tout ça. Aujourd'hui, le Bénin a l'électricité. Nous produisons de l'électricité. Des efforts se font pour la distribution parce qu'il faut changer considérablement les équipements de la SBE pour que la population puisse jouir des efforts qui ont été accomplis par l'État dans ce sens-là. Mais je crois que Djougou aujourd'hui a besoin également de bénéficier de cette extension de la distribution de ce que nous produisons désormais en termes d'énergie électrique. Et le maire n'a pas manqué de le souligner. Je crois que Djougou est une grande commune, c'est un grand carrefour. Et ce qui m'a un peu amusé dans le discours du maire, c'est qu'il a pris soin de positionner Djougou, de montrer combien c'est un grand carrefour, en le situant par rapport aux capitales de la sous-région, ce qui est extrêmement formidable. Je crois qu'il faut agir, et le chef de l'État sans doute ne manquera pas d'agir. Si, c'est vrai, nous sommes en fin de mandat, si Patrick Talon est candidat et qu'il est réélu, je crois qu'il pensera forcément à Djougou. Alors, on apprend qu'il fera le Conseil des ministres aujourd'hui. Apparemment, il est là de retour pour cela. En tout cas, on aura des précisions au fil des heures. Mais s'il y a Conseil des ministres, Patrice Talon qui a parcouru un certain nombre de communes et qui a recensé un certain nombre de problèmes, sûr et certain qu'on aura déjà des solutions à partir d'aujourd'hui. C'est clair, il y a des annonces, oui. Non, il y a des éléments qu'il a pu remarquer sur le terrain qui ne nécessitent pas que l'on fasse des études, ainsi de suite. Peut-être qu'une décision, il faut instruire, sans doute qu'il ne manquera pas. Imaginez le lycée dont on parle, qui n'a pas d'électricité. Je crois que le chef de l'État peut rapidement instruire le ministre de l'Énergie pour que rapidement on aille agir à ce niveau-là, et ainsi de suite. Il y a des actions, des petites actions sans doute, qui pourraient, dans la foulée de cette tournée-là, avoir des solutions. Oui, ça pourrait améliorer beaucoup de choses. De grandes décisions peuvent être prises au cours de cette rencontre hebdomadaire des membres du gouvernement. Quand Djougou souhaite, par exemple, ou quand le maire, Djougou, à travers la voix de son maire, souhaite qu'il y ait une certaine équitabilité en termes d'installation d'usines, parce qu'il y a un tort qui est causé à Djougou, c'est que les paysans, n'est-ce pas, les producteurs les plus aptes, c'est-à-dire les acteurs du monde agricole, c'est beaucoup plus à Djougou. Donc, il faut des usines de transformation, pourquoi pas de coton, les usines de transformation du
du Kadiou. Bref, tout cet arsenal-là dont Djougou a besoin pour sa métamorphose. Ce qui est heureux, n'est-ce pas? On entend souvent, on dit Boycon, la ville Carrefour. Boycon n'est pas plus Carrefour que la ville de Djougou. Et je pense que, encore une fois, ça ne veut pas dire que Boycon n'est pas ville Carrefour, pas du tout. Mais c'est pour dire, oui, mais en termes de Carrefour, Djougou détient le record. Ça fait pratiquement 6 sorties internationales à Djougou. Et le maire de Djougou a fait bien d'attirer l'attention du chef de l'État sur cet aspect-là qui devient quelque chose qui devrait amener, n'est-ce pas, le président de la République à changer le visage de la ville de Djougou. Pour défendre Boycon quand on sera à Boycon. Je ne voudrais pas non plus frustrer Akimé en montrant de parler de Basila. Je suis d'accord avec Akimé de Basila. Akimé a déjà les problèmes de Djougou n'est pas tel que énuméré par le maire de Djougou. Il faut reconnaître que ça va même au-delà des énumérations du maire. Ce sont des problèmes identiques dans les communes de la Justement, Akimé l'a dit tout à l'heure. Il a résumé cela. C'est comme si le maire de Djougou a parlé au nom de ses collègues de la ça veut pas le dire. Je ne veux pas frustrer Akimé en ne parlant pas de Basila. C'est dire que c'est un gros village qui a besoin d'action urgente. Et vous attendez aussi, Herman, quand le chef de l'État sera prononcé à Ouida? Il a été dire tout à l'heure, quand même, la question de dire que non, que c'est pratiquement tout ce qui donc quand ce sera le tour de Ouida, j'espère que vous allez aussi. Est-ce que dans la tournée, le chef de l'État il sera sur la police, il passera à Aboubé aussi. Et on verra. Il va à Aboubé le 8. On ne pas de construction des stades au niveau des communes, quand même, qu'enfin, on passe à la commune de Basila. De très grands footballeurs dans cette commune. Jusqu'à présent. Parlons justement de football. Oui, les écureuils ont joué hier le match retour face aux Lesotho. Bon, on s'attendait à une qualif déjà depuis hier, mais malheureusement, on a buté. Oui. On a buté. Ça, c'est... Pas qu'on a perdu le match. Hein? Oui, on a fait match. C'est vrai qu'on aurait gagné avec le résultat du Nigeria. On aurait récupéré la première place et puis on allait aborder les 2 dernières journées sereinement. Mais là, nous sommes obligés, je dirais, de continuer par cravacher parce que, la Sierra Leone a encore fait match nul avec le Nigeria et donc du coup sur l'opposition, même le Lesotho qui nous a contré au nul à domicile plutôt, où nous avons été obligés de ne faire que partager les points, même ce Lesotho encore dans le format actuel peut aussi prétendre une qualification. C'est du 8 points, c'est du 7 points, c'est du 3 points, c'est du 2 points. Alors que nous avons deux dernières journées. Donc, du coup, ça amène forcément le 11 national et à travers lui, Michel Dussu à revoir sa carte. Hier, ils n'ont pas été tout flambant comme on aurait peut-être souhaité. Judel Dosso n'était pas trop bien inspiré. La preuve, c'est qu'il a été à un moment donné remplacé. Le lien entre la ligne défensive et puis l'attaque n'était presque pas existant parce qu'à un moment donné, il fallait forcément décrocher. On voyait Simonet décrocher, on voyait Michael Poté décrocher. Et puis, tellement il s'est donné qu'il a été moussé, remplacé aussi dans la foulée. Et donc, du coup, je crois qu'on a encore du chemin. C'est vrai que c'est un match nul, c'est une qualification presque reportée, c'est-à-dire que à la prochaine journée contre le Nigeria, ça va être un match vraiment dur à négocier. C'est en mars 2021, ce sera ici donc à domicile, avant la dernière journée face à la Sierra Leone, donc du côté de Freetown. En gros, on garde toutes nos chances intactes, mais on aurait souhaité qu'il y ait une faute, qu'on ait eu un bon rendement et qu'on soit beaucoup plus à l'abri des calculs d'épicerie, c'est-à-dire quoi, si le Nigeria gagne, si le Nigeria perd, si la Sierra Leone gagne, si la Sierra Leone perd, donc je crois que c'est ça qu'il fallait éviter. Bon, c'est pas bien grave, il faut continuer par travailler et espérer que les 2 prochaines journées soient abordées avec beaucoup plus de sérénité. Il faut laisser les Togolais tranquilles. Ils sont dans les calculs. Ils sont plus dans les calculs. Moi, je pense sincèrement qu'il est temps de sortir Michel Dussuyer de sa zone de confort. L'entraîneur me paraît trop tranquille. Il n'est pas inquiété, il est à l'aise. Mais les résultats du Bénin dans cette campagne des éliminatoires ne sont pas fameux. Il faut pouvoir dire à Dussuyer, mais c'est quoi l'idée de mettre 5 défenseurs face au Lesotho alors que nous devons gagner, nous cherchons la victoire. Je crois qu'il faut sortir l'entraîneur de cette zone de confort-là et qu'il booste un peu son équipe. On devait arracher hier une victoire pour se rassurer, pour au moins s'épargner ce stress des calculs dont Akimé parlait tout à l'heure.
Oui, c'est quand même le Lesotho qui, mettons, lorsqu'un entraîneur évoque par exemple, voilà, le débat est venu, il dit que c'est la qualité de la pelouse de Bazeroub, comment s'appelle la capitale de ce pays. Mais le Nigeria a fait 4-0 là-bas. Les Nigérians, si soyons sérieux, ils ont des joueurs plus cotés que les nôtres, des joueurs qui jouent sur de meilleures pelouses que les nôtres, mais ils sont allés mettre 4 bons buts là-bas, et nous on dit que c'est à cause de la qualité du terrain que, bon voilà, on n'a pas pu mettre de buts. Je crois que l'entraîneur, il faut commencer à lui mettre la pression. C'est vrai, on est allé en quart de finale de la CAN grâce à lui, ainsi de suite, mais ça ne suffit pas. Il faut pouvoir lui mettre la pression, parce qu'on veut y retourner là. On veut maintenir le cap, on veut maintenir notre rang désormais, parce que nous faisons partie des plus grandes nations de football du continent. Il faut qu'on maintienne cette position, mais ce n'est pas en allant dormir sur nos lauriers et laisser l'entraîneur faire comme si, bon, on était sur un paradis. Il faut le sortir de sa zone de confort. Oui, je pense qu'on doit travailler à maximiser nos chances plutôt que de rester là à faire les calculs mathématiques. Le football n'est pas mathématique. On ne va pas compter sur l'échec. On ne va pas compter sur l'échec des autres, la faiblesse des autres pour dire donc on est en train d'évoluer. C'est vrai que c'est heureux de ne pas encaisser de but et perdre. On a fait match nul, mais on aurait peut-être pu voir le statut de l'équipe, n'est-ce pas, mettant beaucoup plus d'attaquants parce qu'on souhaitait marquer plutôt que plus de défenseurs. Dans un cas comme dans l'autre, André ne fait pas mal en invitant le sélectionneur national à revoir le positionnement de ces équipes, à se mettre lui-même la pression avant qu'il y ait la pression des populations ou du ministre des Sports, parce que l'objectif est d'obtenir un résultat qui nous permette d'aller au-delà de ce que nous avons fait par nos expériences, de ce que nous avons fait par le passé. Voilà. Oui, oui, quand on a joué samedi et qu'il y a une autre rencontre pour le mardi, je pense qu'un bon entraîneur, on sait comment positionner ses joueurs, on sait comment faire le dosage pour que la fatigue du samedi ne puisse pas jouer sur le rendement qu'on peut espérer de son équipe le mardi. Sans doute que la fatigue aussi est passée par là. Sans doute aussi que les écuries du Bénin, quand ils sont allés là-bas, sans doute qu'il y a eu un confort. Ils se sont dit, bon, nous allons attraper les crocodiles et les broyer, les crocs et tout. Je pense qu'il faut que, comme l'a dit André, que Dussier puisse sortir de sa zone de confort, qu'il sache que désormais nous avons une équipe des écureuils que tout le Bénin supporte, et cette pression populaire, on veut pouvoir les essayer. Comme l'a dit quelqu'un, les Otans n'ont pas été gentils avec nous, avec ce qu'on leur a fait. Non, tout ça, c'était de confort. Ce n'était pas un élément important qui devait payer dans la balance. André, c'est vrai que ça donne l'impression que, voilà, il met la pression. Non, la pression est importante, parce que pendant longtemps, qu'on ne le verra pas, vous remarquerez que la presse nationale était très clémente. Je ne sais pas si c'est parce que c'est par rapport à la couleur de la peau de Michel Dussier qui s'est resté calme. Ça aurait été un autre entraîneur, peut-être un national, on n'aurait pas compris pourquoi est-ce qu'il nous aligne, je dirais, des matchs nuls à foison. C'est l'une des rares fois que le Bénin affronte une équipe qui refuse de jouer. C'est nous qui avions été habitués à ce format où on est beaucoup plus défensif qu'on sort. Ici, à Charles de Gaulle, vous avez remarqué que les Lesotans nous ont laissé jouer. Et on n'a pas pu saisir l'occasion pour véritablement nous éliminer sur le terrain. C'est la même chose hier. André a bien suivi le match. Vous remarquerez que quand on fait aussi le point aujourd'hui, on n'a eu qu'une seule occasion franche. En réalité, sur 90 000 disputés hier, nous n'avons qu'une seule occasion franche. Et cette occasion, c'est au détour d'un coup de pied arrêté, une balle reprise par Cécile Almeida. Et à l'arrivée, il y avait le capitaine Khalela Deno qui était encore au niveau de la ligne défensive qui, bon, n'étant pas bien entendu buteur, bon, n'a pas su bien entendu profiter de cette occasion. En dehors de ça, vous remarquez qu'il n'y a plus rien. Silence radio, c'est pas possible. Non. Et puis il y a des jeunes qui l'auraient peut-être fallu hier. On me dira qu'on n'est pas entraîneur, d'accord, nous ici sur le plateau, mais bon, peut-être meilleur joueur dans notre position. Mais je ne sais pas, l'arrivée de Anan Tidjani, l'arrivée de Rudi Kossi, à quoi ça a servi au niveau de la sélection? Ils ont été appelés, ils ont même fait des rencontres amicales. J'avais espéré hier les voir peut-être lancer, parce que moi, ça jouera, je dirais, en termes, je dirais, de même calibre, quoi, avec les Lesotans. Ça n'a pas été le cas. Bref. Hier, on a fait un match nul. C'est bien déplorable parce que, il aurait fallu qu'on gagne et qu'on soit beaucoup plus à l'aise. Mais là, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, il faut forcément... On va finir avec vous. On va avoir d'occasion. Quand vous alignez 8 défenseurs, 7 défenseurs, c'est-à-dire il y a 5 défenseurs, et puis vous avez encore les Cécile d'Almeida, je ne sais pas, Bonou, qu'on les appelle, qui sont des joueurs à vocation défensive. Mais on ne peut pas, alors que c'est le Lesotho, on est allé chercher la victoire. Il faut oser, il faut mettre, moi je ne sais pas, il faut maintenant commencer à mettre la pression sur Michel Dussier. Si on y va,
ce sera lui qui va récolter les lauriers, n'est-ce pas? Absolument. Un peu comme la dernière fois. Oui, la preuve, c'est que au retour de la CAN, on a fait de nous le meilleur entraîneur que le Bénin n'ait jamais connu. Merci André Akimé, merci à vous Emmanuel Niambossou, et merci également à vous Wahab Para. Très bonne journée du mercredi. Demain jeudi, on se retrouvera pour d'autres sujets à aborder en plateau. La loi des finances 2021 en examen à l'Assemblée nationale. Quelles mesures de soutien au secteur privé? Roland Ribou est le président du Conseil des investisseurs privés du Bénin. Il est l'invité de Clément Tchadé dans la rubrique économie. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Économie, mercredi sur Actu Matin. Bonjour à vous Clément. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Voilà, la loi des finances 2021 en examen au Parlement. Les investisseurs privés, apparemment, on ira voir s'ils bénéficient des mesures de soutien. Évidemment Christian, oui, on parle donc ce matin de la loi des finances en gestion 2021 sur plusieurs semaines. Je vous le promets, si tout va bien, on va en parler avec les différents acteurs en abordant aussi les différents aspects. Une loi des finances qui comporte beaucoup d'innovations. D'ailleurs, le ministre des Finances était encore au Parlement hier. Beaucoup d'innovations, je le disais, en termes de gouvernance budgétaire et qui accorde aussi une place de choix au développement du secteur privé. À quoi doit-on s'attendre ou doit s'attendre le secteur privé pour le compte de cet exercice budgétaire de 2021? Et pour en savoir, nous avons en plateau le chef de file du secteur privé du Bénin qui était entre-temps devant la commission budgétaire avec des doléances. Roland Ribou, bonjour et bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Bonjour, merci. Je rappelle que vous êtes donc le président du Conseil des investisseurs privés du Bénin. Je le disais, que cette loi des finances accorde un certain nombre de mesures de soutien aux entreprises. En votre qualité du président du Conseil des investisseurs privés du Bénin, comment vous avez accueilli, je dirais, ces nouvelles mesures de soutien aux entreprises? Merci. Bon, c'est un ensemble. Il faut quand même faire un peu la genèse de ce qui se passe. Bien entendu, ces mesures doivent être prises en compte dans le cadre de la lutte contre les conséquences de la Covid. Il faut quand même rappeler que nous sommes un pays un peu exceptionnel. Nous sommes le seul pays d'Afrique, à ma connaissance, qui n'ait pas eu de confinement général. Il faut quand même vous rappeler que le 29 mars, le chef de l'État avait clairement indiqué que nous n'étions pas en situation de nous permettre d'avoir un confinement général. C'est pas seulement le Bénin, c'est tous les pays d'Afrique au moins qui ne peuvent pas se le permettre, mais il a été le seul à avoir cette position. Et vous ne vous en rendez pas compte, mais notre vie est complètement différente de tous les jours, je veux dire, économique et autres, grâce à cela.
puisque les mesures qui ont été prises ont été des mesures qui ont été parfaitement ciblées, ce qui fait que nous souffrons beaucoup moins des conséquences de la pandémie telle qu'elle est déclarée, parce qu'en réalité, quand on regarde ce qui se passe, 40 morts à peu près au Bénin, 4 morts par million d'habitants, c'est quasiment ridicule. Donc les mesures qui ont été prises ont été parfaitement en adéquation avec la réalité, ce qui n'est pas souvent le cas, surtout que dans d'autres pays, les médias n'ont pas hésité à faire monter la sauce et à faire penser qu'on allait tous mourir, avec les conséquences que ça a. Donc partons de ça, c'est-à-dire le fait que notre pays a cette chance d'avoir une situation beaucoup plus maîtrisée. D'autre part, les mesures plus récentes qui ont été en continuum sont des mesures excellentes, puisque on a ciblé exactement le problème. Le problème, c'est quoi? Bloquer les frontières, faire rentrer les gens. Notons d'abord que l'aéroport n'a jamais été fermé, ce qui est aussi un exploit. Mais les gens sont triés, je dirais, donc ils sont testés. Ensuite, ceux qui sont testés positifs sont en confinement, en isolement, ce qui est vraiment la stratégie qui a été adoptée par les pays asiatiques qui ont réussi. Donc, je pense, soyons déjà contents d'être dans ce pays où, bien entendu, la pandémie mondiale a des conséquences, parce que nous ne sommes pas isolés du reste du monde, mais au moins, nous avons évité cela. Après, pour ce qui est du budget, il faut quand même voir dans la durée. Il y a eu en octobre une loi de finances rectificative, et ça vient un petit peu dans la suite. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des mesures extraordinaires qui ont été prises, mais c'est un ensemble de petites mesures qui, par touches successives, permettent à chaque catégorie d'opérateurs économiques de se sentir plus à l'aise. Vous voulez dire que ce soulagement et que vous exprimez est du fait, en réalité, des réalités sociales et économiques? Oui, bien sûr, oui. Alors, Monsieur Ribou, vous qui êtes le président du Conseil privé des investisseurs, qui a une section aussi dédiée, on le rappelle, à la fiscalité. On se rappelle que vous travaillez aussi sur la fiscalité avec les autorités. Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que c'est peut-être aussi le fruit du travail que vous faites au sein de votre conseil qui a donné des résultats? Je pense que c'est une continuité. On ne peut pas parler simplement de cette année qui a été une année exceptionnelle, mais dans l'ensemble, oui. Le CIPB, le Conseil supérieur privé au Bénin, c'est la mouche du coche. Nous ne sommes pas une organisation où, dans notre sein, nous travaillons sur la fiscalité. Nous regroupons au sein d'un groupe de travail, donc, toutes les composantes du secteur privé. Et sont ces composantes-là, y compris patronat, chambre de commerce, les autres professionnels, etc., qui travaillent depuis des années en collaboration avec les autorités, donc la DGI en particulier, pour effectivement souligner quels sont les problèmes, les attentes et qu'est-ce qu'on souhaiterait. On a l'impression que vous êtes de plus en plus écouté, ou je dirais entendu. On se rappelle quelques années en arrière vos sorties médiatiques pour faire un peu exprimer quelques récriminations. Est-ce à dire qu'il y a eu un nouveau partenariat entre le CIPB et le gouvernement, je vais dire les pouvoirs publics en général? Je dirais que ce n'est pas seulement le CIPB, c'est d'une manière générale le secteur privé. Vous voyez par exemple l'une de nos caisses de résonance, c'est-à-dire la chambre de commerce qui transmet nos messages, elle-même a passé une convention avec la DGI pour avoir un accès plus facile. Donc oui, je pense qu'on est dans une bonne phase de coopération avec les autorités, oui. D'accord. Alors, donc, vous appréciez de si bien l'ambiance du travail entre les autorités et le conseil que vous présidez. Monsieur le Président, est-ce que les autres membres aussi partagent cet avis? Écoutez, je viens de dire que nous sommes tous ensemble, donc c'est pas seulement le CIPB qui est devant. Qui prend le devant. En réalité, tout le monde est en train de travailler dessus. D'ailleurs, la preuve, c'est que le président du groupe de travail fiscalité, en réalité, c'est une dame qui est de la chambre de commerce. Donc, vous voyez, donc il y a toute cette coopération. Oui, c'est un ensemble, c'est une coopération qui est très bonne entre les différentes composantes. C'était au moins, je crois qu'au mois d'avril, nous avons exprimé des doléances
Chambre de commerce, patronat, CIPB que nous avons adressé au gouvernement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est commun. Voilà, nous ne sommes pas une tête chercheuse ou autre, nous sommes dans l'ensemble, si vous voulez. D'accord. Alors, je vais dire, les mesures de soutien que la loi des finances accorde donc au secteur privé. Vous savez, quand on dit secteur privé, directement, on pense aussi au patronat. Quelles sont vos relations actuelles avec le patronat? Elles sont très bonnes, elles sont excellentes. Elles sont excellentes, oui. M. Cotigan donc, est un ami personnel et ça se passe très bien, oui. D'accord. Alors, et je le disais, qu'il y a beaucoup de mesures. On parle de la patente et de la TPS qui sont désormais exonérées sur 12 mois pour les nouvelles entreprises. Est-ce que là aussi on peut vous parler véritablement des avancées contenues dans cette loi des finances? Oui, bien sûr. Bon, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais enfin, c'est une petite mesure mise bout à bout concernant certaines entreprises. Ça permet effectivement à l'ensemble de progresser, oui. D'accord. Donc vous pensez que cela pourrait amener par exemple des jeunes qui ont des projets de création d'entreprise d'y aller plus vite? Ah, absolument, je pense que c'est la solution. Vous savez bien, ce sont les petites entreprises qui sont créatrices d'emplois beaucoup plus que les grandes. Et c'est là qu'il faut effectivement mobiliser la jeunesse pour devenir auto-entrepreneur, pour faire développer le pays, oui. Devant la représentation nationale, le ministre de l'économie et des finances, Romy Awadane, a aussi annoncé d'autres mesures. On parle par exemple de l'exonération des rémunérations des stages, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Mais on a l'impression que vous vous en réjouissez, mais de façon plus global au Bénin, on sait que beaucoup d'entreprises ne donnent pas ou n'offrent pas des stages payants. Est-ce que là aussi on peut en réalité parler d'avancée? Écoutez, personnellement, je suis un peu surpris de ce que vous dites là, parce que c'est pas vraiment très humain de vouloir embaucher quelqu'un et qui doit prendre de sa poche pour venir au travail et retourner chez lui, si vous voulez. Le minimum, à mon sens, que devrait faire toute entreprise décente qui prend des stagiaires, ce serait au moins de petites rémunérations sur le transport, même si c'est des stages d'étudiants dans le but d'un diplôme universitaire. Je pense que c'est quand même mieux. Donc ça a un sens tout de même. Alors, donc on peut sans nul doute espérer l'arrivée des nouveaux investisseurs quand on voit un peu ces mesures qui sont accordées au secteur privé. Cette année, on peut espérer l'arrivée des nouveaux investisseurs, c'est bien ça? Bon, quel va être l'impact, je veux dire? Ce ne sont pas ces mesures qui, je le répète, s'ajoutent à d'autres qui petit à petit constituent un environnement acceptable. Mais par exemple, on n'en parle pas dans la loi de finances, mais ce qui est fondamental, c'est l'effort fait par le gouvernement pour informatiser au maximum la relation entre le contribuable et l'administration. Le fait qu'on peut envoyer ces bilans en ligne, comme ça en ligne, qu'on peut payer en ligne, qu'on peut déclarer en ligne, tout ça sont des éléments qui effectivement vont certainement attirer les investisseurs. Absolument, oui, tout à fait. En tout cas, il y a un panneau de choses qui sont importantes. La fiscalité, c'en est une. Pas qu'elle soit faible ou autre, mais plutôt qu'elle soit stable. Qu'elle soit pas mêlée à des affaires de corruption ou autre actuellement, avec tout ce qui a été mis en place, y compris la commission des impôts, dont nous sommes les initiateurs, je dirais. Enfin, c'est nous qui avons poussé à ce que cette commission des impôts soit mise en œuvre. Le fait que la numérisation des relations entre les uns et les autres. Et d'autre part, bon, là on parle d'autre chose. Je vous signale que, vous savez, puisque vous serez partie prenante de la chose, qu'il y a un événement qui se déroulera aujourd'hui, demain et après-demain à Grand Popo, avec le tribunal de commerce de Cotonou. Le tribunal de commerce de Cotonou, c'est une institution exemplaire qui rend des jugements rapides, qui a un système sur Internet qui permet de connaître non seulement vos audiences, mais également d'avoir le résultat des cours, c'est-à-dire le jugement publié. Donc publié, ça veut dire visible dans le monde entier, donc critiquable, donc obligation de rigueur de la part des juges.
je n'ai aucun doute sur ce qu'il est président du tribunal de commerce, qui lui-même est un homme très rigoureux et qui a mis cela en place. Mais je veux dire, actuellement, avec cela, bien sûr, vous avez l'inconvénient de la Covid qui effraie le monde entier, les gens sont... Mais nous, notre pays, je pense, commence à être bien placé, avec tout cet ensemble de réformes et de situations qui font que, oui, on devrait avoir davantage d'investisseurs. En tout cas, s'il doit faire un choix en Afrique de l'Ouest, je pense que notre pays est très bien placé. Et donc, de quoi s'agira-t-il au cours de cet atelier de grands propos qu'organise donc le conseil que vous présidez avec la CCIB? Non, c'est avec le tribunal de commerce. Avec le tribunal de commerce. Mais c'est un sujet très important, c'est le recouvrement des créances. Et donc, ce sont les banquiers qui seront en avant de cet événement, parce que c'est la vérité que le problème des banques, c'est le recouvrement des mauvaises créances, c'est-à-dire les clients qui ne paient pas. Ils ne paient pas, on allait devant un tribunal, ça durait 15 ans et à la fin la banque perdait. Donc ça n'incitait pas les banques à prêter de l'argent, si vous voulez. Donc avec ce nouveau schéma, cette nouvelle façon de voir les choses, il faut espérer qu'on va arriver à une situation où les banques n'auront plus peur de prêter sur des dossiers valables. Parce que maintenant, même des dossiers valables, elles ont peur. Roland Reboux, je rappelle que vous êtes le président du Conseil des investisseurs privés du Bénin. On parlait à l'instant donc de ces mesures de soutien accordées au secteur privé dans la loi des finances gestion 2021. Merci pour tous ces détails. On verra bien peut-être après le vote qui est probablement prévu pour le 10 décembre, si j'ai une bonne mémoire, à l'Assemblée nationale, si on peut vous avoir par ici pour faire les appréciations et pour voir un peu et si toutes les recommandations que vous avez formulées ont été donc prises en compte. Pour rappel aussi, en termes d'information économique et finances, que le ministre des Finances était pour la deuxième fois hier devant la représentation nationale. Il a encore à nouveau parlé des innovations contenues dans le projet de loi des finances gestion 2020. Christian, ce serait tout pour ce mercredi. Merci à vous, Roland Reboux. Merci à vous. Clément, tu as des très bonnes journées du mercredi. C'était Économie avec vous. Nous allons observer la pause et juste après, retour sur l'actualité telle que traitée par les journaux, parution du jour. C'est la revue de presse avec à la présentation Narcisse Alossé. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Bonjour à toutes et à tous. Première trêve ce jour pour la tournée nationale initiée par le chef de l'État. L'information fait la manchette du quotidien Libération pour lequel Patrice Talon marque une pause aujourd'hui dans son périple entamé dans les communes du pays. Et selon le journal, cette pause est décidée par le président de la République pour pouvoir présider le Conseil des ministres qui traditionnellement a lieu tous les mercredis. Mais avant ce break, Patrice Talon a bouclé après 6 jours les 4 départements du Nord Bénin et la commune de Savet, informent les journaux. Hier mardi, l'homme était à Djougou, ajoutent mes confrères, qui nous renseignent que cette étape a été marquée d'une pierre blanche. Suite de la tournée du chef de l'État dans le septentrion, Djougou l'apothéose, s'exclame le quotidien Le Challenge. Fraternité nous informe qu'à cette étape de sa tournée, un tapis rouge a été déroulé à Patrice Talon sous la conduite du docteur Malik Gominan, maire de Djougou. Un vibrant hommage a été ensuite rendu à l'actuel occupant du palais de la Marina pour ses réalisations dites inédites dans la commune de Djougou, ajoute Fraternité. Tournée de chef de l'État, étape de Djougou, Malik Gomina et les siens ont réservé un accueil de roi à Patrice Talon, affiche en manchette le quotidien L'Informateur. Malik Gomina qui pour l'occasion
a exposé les attentes de sa population à travers un chapelet de doléances égrenées devant le chef de l'État, Renseigne Fraternité, qui publie ce matin l'intégralité du discours du premier élu de Djougou. La Nation rapporte un extrait des propos du président de la République à cette étape de sa tournée. Le pays ne reculera plus avec la dynamique en marche, a affirmé l'homme du nouveau départ à la une du quotidien du service public. Après Djougou et la trêve qui sera observée aujourd'hui, Patrice Talon reprend dès demain jeudi son bâton de pèlerin. Et l'agenda prévoit comme prochaine étape les communes de Banté et Savalou, renseignent les journaux. Le quotidien Fraternité, lui, s'est essayé ce matin à un bilan des 6 premiers jours de cette odyssée présidentielle et trouve qu'au cours de son périple, le chef de l'État a donné priorité à la réconciliation, au jeu démocratique et au développement. Une fois le septentrion bouclé, poursuit la publication, il faudra servir des discours différents, les priorités n'étant pas les mêmes pour toutes les populations. Et dans un élan d'anticipation, mon confrère écrit que les Béninois auront certainement droit à un discours de Patrice Talon beaucoup plus focalisé sur son bilan économique et infrastructurel et sur les chantiers qu'il entend engager pour donner plus de relief à la gouvernance du nouveau départ. Mais pour la suite de cette tournée nationale initiée par le chef de l'État, le journal Matin Libre semble beaucoup plus préoccupé par l'étape de Porto Novo. Et ici, mon confrère se demande si le président du Parti du Renouveau démocratique, Maître Adrien Mbedi, sera aux côtés de Patrice Talon. En attendant la réponse à cette interrogation, Libération constate que le chef de l'État a été porté en triomphe partout où il est passé. Le quotidien Le Matinal s'attarde sur la réconciliation annoncée entre Patrice Talon et celui à qui il a succédé au palais de la présidence de la République, Boni Yayi. Et selon le journal, il y a une cacophonie dans l'entourage de Boni Yayi à ce sujet. Le journal cite nommément à sa une, avec image à l'appui, les auteurs de ce chantier de destruction du projet de réconciliation entre les deux chefs d'État. Et pour ce projet de réconciliation, le journal L'Autre Vision croit savoir ce que dit Boni Yayi. Projet de réconciliation entre Talon et son prédécesseur. Voici ce qu'en dit Boni Yayi, peut-on lire à la 2 de 1 du Canard. Et selon mon confrère, Boni Yayi renvoie son successeur vers le peuple pour ce qu'il appelle sa supposée réconciliation annoncée. Dans la suite ce matin du sport, et le Bénin qui retarde l'échéance de sa qualification à la 5e Coupe d'Afrique des Nations de football de son histoire. À l'issue du match de tous les espoirs joué hier à Maseru face aux Lesotho, la sélection nationale s'est juste contentée du point du nul, informe la publication. Score final 0 but partout. Commentaire du quotidien Fraternité, les écureuils butent sur les crocodiles du Lesotho et retardent leur qualification. Pour le quotidien Le Matin, c'est un strict minimum que les écureuils ont réalisé. Des écureuils dont le rêve de qualification à la CAN est retardé par les crocodiles du Lesotho, relève mon confrère. Le journal Les 4 Vérités rapporte les propos du ministre des Sports présent dans les tribunes à Maseru. On voulait offrir la qualification aux Béninois, mais 3 points de suspension, regrette Osvaldo Meki, qui reste tout de même optimiste quant à l'objectif fixé. Maintenant, il faut se concentrer sur les prochains matchs, a affirmé le patron des sports béninois à la une du journal Les 4 Vérités. Le quotidien Libération lui trouve plutôt que ce point du nul ramené du Lesotho est un exploit réalisé par la sélection nationale de football. En tout cas, prévient Fraternité, il y a au moins un minimum de 2 points à prendre encore pour valider la qualification à la phase finale de cette CAN 2021. Des points à prendre au cours des 2 derniers matchs prévus face au Nigeria à Porto Novo et face à la Sierra Leone à Freetown. Ce sera au mois de mars prochain, précisent les publications. Toujours dans la suite, le journal Soleil Levant nous apprend qu'un enseignant du primaire a été mis sous mandat de dépôt pour avoir abusé d'une fillette. La scène s'est produite à Cotonou, ajoute le Canard. Une nouvelle qui, selon le journal Matin Libre, a affecté l'ONG Alcrer. À en croire mon confrère, l'organisation non gouvernementale vient de déclencher une opération de répression contre le harcèlement sexuel, non seulement en milieu scolaire, mais partout au Bénin. C'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à demain. Voilà, la revue de presse qui vient mettre un terme à votre matinale Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Merci à toutes les équipes techniques, les équipes de préparation et de diffusion. Rendez-vous donc demain jeudi à partir de
18h avec l'ensemble des chroniqueurs et débatteurs pour d'autres sujets à aborder pour vous et pour votre information. Eh bien, bonne journée du mercredi. À demain. D'ici là, portez-vous bien et surtout, gardez le sourire. Prenez soin de vous. Au revoir.